Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi et aujourd'hui c'est Succeed and Rise. Succeed and Rise qui met donc en lumière les reconversions des anciens basketteurs et basketteuses professionnels ou amateurs qui ont réussi leur reconversion. Donc Succeed and Rise, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, devrais-je dire, de marque. Un grand nom du basket français. Elle est recordman du nombre de sélections pour ce qui est de l'équipe féminine française. Je peux le dire clairement, c'est une légende vivante. Aujourd'hui, en exclusivité pour Ball and Rise, nous recevons Pauline Ekambi. Bonjour Julien, ça va bien, merci, bonjour tout le monde. Julien, peut-être que le record, tu as raison, je l'ai eu pendant 20 ans. D'accord. Ouais, c'est ça le record en fait, c'est le record de longévité. De longévité. Ouais, et puis en 2017, une grande joueuse actuelle a pris le relais, donc j'ai fait une transmission et qui s'appelle Céline Dumerc. D'accord. Et c'était grande joueuse. Et donc Céline est aujourd'hui la record woman, tout homme-femme confondu. Homme-femme confondu, oui, effectivement. Voilà. Le deuxième en féminine, c'est moi. D'accord. Mais homme-femme confondu, je dois être troisième. D'accord. Homme-femme confondu, ensuite le deuxième c'est Hervé Dubuisson. D'accord, dub. Et ensuite, derrière, homme-femme confondu à égalité, et ça c'est beau aussi, c'est Boris Diaw et sa maman, Elisabeth Riffiot, qui était mon aînée. D'accord. Et auquel j'avais aussi, en fait, qui détenait le record pendant des années. D'accord. Et que j'avais récupéré moi aussi le record de sa maman. D'accord. Voilà, donc ça fait... Un passage de témoin. Ouais, les passages de témoins, voilà. Donc aujourd'hui, il faut dépasser Céline Dumerc. Et puis il faut me dépasser quand même parce que je suis encore sur la route. Nickel. En tout cas, ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que on sait que tu as pas mal d'activités. Notamment dans ta démarche avec Sportail Community, dont on va parler par la suite. En tout cas, merci infiniment d'être là. Moi aussi, je vous dis merci, parce que ça fait plaisir de partager aussi avec les générations après nous. C'est toujours comme une sorte de transmission, parce qu'on a toujours un rôle majeur à jouer aussi, donc ça fait vraiment plaisir aussi de partager ce moment avec vous. Avec grand plaisir. Écoute, si ça ne te pose pas de problème, on va commencer. Ouais. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, notamment sur la nouvelle génération. Oui, c'est normal. Qui est Pauline Ekambi ? Ah oui, alors Pauline Ekambi. Aujourd'hui, on va dire que je suis dirigeante d'une start-up du sport qui s'appelle Sportail Community. Et je pense que ça, avec Julien, on en parlera un petit peu plus tard. Et avant d'en arriver à ce projet de troisième vie quand même, j'en ai eu deux autres auparavant. Donc, je suis une des joueuses de la génération 80-90. Donc, j'ai été formée à l'INSEP. Je fais partie de la toute première promotion de sport-études à l'INSEP, que j'avais intégré à l'âge de 14 ans et demi. C'était en 1977. Donc déjà, pour vous situer la génération, c'était pas hier. Je n'étais pas né. Voilà, je pourrais être votre mère ou votre grand-mère, pour certains. Et donc j'ai eu 20 ans de carrière de haut niveau. Et à l'INSEP, j'ai été pro à l'âge de 17 ans. Dans un club qui était le Stade Français Paris. Ça a été même 17 ans et demi, plus ce premier titre de championne de France avec mon club pro. Parce qu'à l'époque, à l'INSEP, il faut savoir qu'on n'était pas en une équipe constituée en équipe, mais on était toutes réparties dans des clubs. D'accord. Donc on évoluait déjà, les Parisiennes notamment, parce qu'il y avait plus de 4 gros clubs parisiens élites féminines à l'époque. Le mardi soir, le vendredi soir, on rejoignait nos clubs pour s'entraîner avec
nos coéquipières de club. Et le samedi soir, on jouait directement dans le championnat élite, National 1 c'était à l'époque, et l'actuel LFB. Et on jouait déjà dans nos équipes de club pro et non pas entre nous, comme ça se fait actuellement avec l'INSEP, où ils forment une équipe et ils sont intégrés dans différents championnats. Ensuite, j'ai été vice-championne d'Europe junior aussi, donc cette période-là. Et après, on m'a proposé des bourses pour aller en NCAA, en collège américain. Donc je ne suis pas allée tout de suite, puisqu'on me l'a proposé à 17 ans. Mais à 22 ans, je me suis sentie prête de le faire. Donc je suis allée en sport études universitaires à Marist College. Donc c'est dans l'état de New York, à Poughkeepsie. Voilà. Donc j'étais là comme pionnière. Et puis chez les garçons d'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais avec le papa de Rudy Gobert, qui s'appelait Rudy Bourgarel, qui a aussi évolué à Marist College. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Du coup, tu as eu une grande carrière. Comment est-ce que tu as commencé le basket? Ça, moi, c'était une opportunité parce que je jouais au foot avec les copains. Je pratiquais le foot, la boxe, parce que j'ai un papa footballeur, ancien footballeur pro. Je fais un geste à Julien parce que mon père est camerounais. C'est une grande sœur camerounaise, voilà, donc le football, voilà. C'était la religion et donc j'ai 4 frères et je suis la seule fille, donc à la maison c'était le foot. Donc je suis assez calé sur le foot et la boxe de l'époque des Mohamed Ali. Donc j'ai suivi un peu toutes ces... Et forcément, étant la seule fille, j'ai beaucoup plus joué avec mes frères, avec mes copains au foot. Et puis à 13 ans, j'ai grandi d'un coup, j'ai fait 1m75 et j'ai eu un petit problème de scoliose. Suite à une visite médicale annuelle, mon médecin a préconisé plutôt le tennis, le basket ou le volley, la natation et de laisser le football de côté. Pour lui, c'était pas très compatible. Du coup, c'est une copine d'école qui m'a amené au basket. Donc j'ai commencé à 13 ans et demi à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Donc j'avais 1 an de basket quand j'ai intégré l'INSEP. Je savais pas tout juste à peine faire un double pas. D'accord. Voilà. Donc ils ont vu ils ont décelé le potentiel. Ouais, le potentiel tôt, puisque après je me suis retrouvé, comme je disais, à 17 ans en pro. Et puis en équipe de France, les équipes de France, en senior aussi à 18 ans. En fait, de 17 ans où j'ai eu mon premier contrat pro, mon premier titre de championne de France, j'ai enchaîné après directement avec les seniors France, je joue aussi en Junior France, et puis après les clubs pro, les États-Unis, et tout ça pendant cumulé, ça a fait 20 ans, 20 ans de sport de haut niveau. D'accord, très bien. Quel est ton regard aujourd'hui sur le basket professionnel? Aujourd'hui, je trouve que ça s'est vraiment structuré, en tout cas chez les féminines, je peux parler plus facilement. Forcément. Par rapport à notre époque, nous on est la génération semi-pro. Et puis on a fait beaucoup bouger les lignes, puisque moi je suis aussi celle qui a amené le premier agent, les agents dans le basket féminin, oui, parce que après mon retour des États-Unis, ici j'ai bousculé à mon niveau les lignes, fait avancer les choses. C'était avec l'aide des garçons. Qu'on le veuille ou non, moi je dois beaucoup aux garçons, parce que dans mon club, au Stade Français Paris, il y avait aussi les garçons. Et donc les garçons, c'était la génération Hervé Dubuisson, Idi Lamy, Patrick Cham, pour ne citer que, Victor Boistol, et il y avait même Pierre Bressan qui était devenu coach après. Et entre autres, c'est eux qui m'ont aidé à faire bouger les lignes chez les féminines. Donc voilà, et puis ensuite, le basket, ça fait plus de 20 ans maintenant, je pense que la LFB existe, et c'est beaucoup plus structuré. Et puis récemment, ce qui est très bien, c'est que d'autres clubs, il y a le handball féminin qui a enfin mis à jour, on va dire, la collectivité, la convention collective, en respectant le congé maternité des joueuses. Et donc dans la foulée du handball, le basket et le volleyball sont en train de suivre le mouvement. D'accord. Donc non, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus
Voilà, il y a une convention collective aujourd'hui. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Sportail Community et de ton rôle au sein de cette organisation? Bon, alors en fait, Sportail Community, c'est aussi, ça fait partie de mon histoire et celle de nombreux autres sportifs de ma génération, mais qui perdurent encore aujourd'hui. C'est voilà, il y a une carrière sportive, il y a les études à mener en parallèle, puisqu'on fait des sports-études jusqu'au bac. Il faut savoir que le sport-études, ça va jusqu'au bac. Mais après, il faut aller, il y a les études universitaires et donc et ensuite, après la carrière sportive, on continue, on est dans une continuité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le projet d'employabilité. Donc, et du coup, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement. Enfin, on accompagnait une partie de sportifs de haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est ceux qui ont porté le maillot France. Étaient accompagnés, mais accompagnés, c'est-à-dire dans le cadre d'un financement d'un projet professionnel. Donc ça, c'est déjà pas mal, sauf que quand tu es éloigné des codes du monde de l'entreprise et même de la société civile, puisqu'on est dans une bulle pendant des années, on avait besoin d'être accompagné à structurer le projet professionnel. Et donc du coup, moi j'ai pas eu beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là, mais je me suis débrouillée avec mon réseau et puis j'ai eu la débrouille, mais on peut pas non plus dire qu'on doit se débrouiller. Il faut que pour moi c'est un devoir qu'une carrière intègre l'après-carrière et qu'il y ait un vrai accompagnement de tous les sportifs, qui soient au niveau professionnel jusqu'à semi-professionnel. Et au niveau, et puis très prochainement les amateurs, puisque ça aussi c'est un autre volet, parce que c'est récent dans la presse aussi. Bon, toujours est-il qu'en 2014, j'échange avec d'autres champions d'autres sports, foot, escrime, etc. Et je m'aperçois que la problématique d'accompagnement à la reconversion perdure. Donc aujourd'hui, on peut dire que, allez, peut-être 3,3%, enfin je dis ça comme ça à la louche, enfin même pas à la louche, une partie des sportifs de haut niveau. C'est exactement le chiffre que j'ai, et je comptais t'en parler un peu par la suite, mais bon, tu m'as devancé. Voilà, je t'ai devancé. Le premier pas. Voilà, voilà, donc ouais, il y a une partie d'entre eux qui est accompagnée, qui bénéficie d'un accompagnement, mais voilà, et les quid des autres, quoi. Enfin, donc les autres, ils doivent se débrouiller, etc. Mais on peut pas partir dans. Ils doivent se débrouiller quand on les enferme, enfin les fédérations, les dirigeants, les entraîneurs, encore maintenant, les enferment sciemment dans un cocon par obsession de la performance. Complètement. Donc il y a un moment, on peut pas dire tout charger sur les épaules des sportifs. Je pense que ça doit être une démarche sociale et sociétale. Ça doit être même intégré dans la stratégie RSE des clubs, des clubs pro, puisque ce sont aussi des entreprises. Bien sûr. C'est en train, petit à petit, mais il y a encore du boulot, parce que pour certains, c'est pas forcément leur priorité. Forcément. D'accord. Du coup, concernant l'après-carrière des sportifs de haut niveau, notamment en France, quels axes d'amélioration est-ce que toi et Sportail Community, vous avez identifié? C'est la partie entre la fin de carrière et le monde de l'entreprise. Il faut, pour nous, accompagner le sportif à identifier les compétences qu'il a développées vraiment pendant tout son parcours sportif, pour ensuite l'accompagner à structurer son projet professionnel et ensuite l'accompagner à s'acculturer au code de l'entreprise. Donc là, nous on s'appuie sur des experts, des partenaires experts pour deux parties, c'est-à-dire l'identification des compétences plus structurer le projet pro, là ça va, on a entre autres. Mais ensuite, il y a une partie où on va vers l'entreprise pour dire qu'on a besoin que l'entreprise aussi fasse un pas vers les sportifs pour pouvoir leur mettre en place des actions qui permettent d'acculturer le sportif au code de l'entreprise. Du coup, nous, on a cette première axe, et puis l'autre partie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en quête de talents. Aujourd'hui, ils cherchent des talents avec des soft skills. Ce qu'on appelle les soft skills, c'est les savoir-être. Donc le comportement, le relationnel, capacité aussi d'organisation,
Et donc les sportifs les intéressent, les militaires aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont l'habitude du respect des règles, des consignes, et ils ont développé ces fameuses soft skills. Du coup, nous, comme l'entreprise a du mal à avoir accès directement à ces sportifs, ils ne savent pas comment d'abord les identifier sur les réseaux sociaux, comment les identifier, comment les trouver, et puis ils savent, non seulement parce qu'il y a cette problématique où les sportifs sont disséminés partout sur le net, c'est sûr, ou parce que l'écosystème du sport français est extrêmement cloisonné, même si aujourd'hui il commence à s'ouvrir petit à petit vers la société. Du coup, nous, on a avec Sportail Community, donc Sportail Community, c'est une plateforme qui connecte les sportifs et ces entreprises. Et quand je dis les sportifs, nous on touche vraiment le haut niveau, les pros jusqu'au semi-pro. Quand on dit semi-pro, basket, ça correspond en national. National. Voilà, c'est-à-dire tous ceux qui vivent de leur sport. Nous, c'est jusque-là, sport olympique, sport non olympique, valide, handi, on ne fait pas de distinction. D'accord, voilà. C'est vraiment tout le spectre. Voilà, tous ceux qui ont ces potentiels-là, très recherchés par le monde de l'entreprise. D'accord. Et on dit souvent qu'il y a beaucoup de boulot, mais on ne trouve pas, surtout les candidats ayant ces fameuses soft skills, ils sont nombreux, ils sont vachement nombreux dans le sport. Et du coup, on facilite cette mise en relation, soit à travers des outils en ligne. Donc on a un réseau social, un job board, une CVTech. Enfin, quand je dis job board, on l'a amélioré, on l'a un peu retravaillé après Covid. C'est plutôt des packs recruteurs. D'accord. Voilà, on permet aux entreprises de diffuser des annonces spécifiques à cette communauté sur notre plateforme. Et puis on a aussi, pour ne pas rester que virtuel, on a lancé aussi un salon du recrutement. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'égalité des chances non plus vis-à-vis des sportifs. C'est comme si, en fait, les sportifs, c'était ce qui les les caractéristiques. Oui, voilà, c'est ça, qui les définissait. Je suis sportif. Non, derrière ces sportifs, ce sont des étudiants, comme tout le monde. Il y en a qui sont en recherche d'emploi, comme beaucoup de monde. Donc, il existe des salons de l'emploi, Pôle emploi, il existe des salons des étudiants. Vous allez me dire, peut-être qu'ils peuvent y aller. Ben non, ils peuvent pas. Ils ont des contraintes, je dirais, entraînement calendaire, d'entraînement, de matchs, etc. Donc c'est à nous d'adapter plutôt les choses pour eux et d'aller vers eux en tenant compte de ces contraintes. Donc non, ils n'y ont pas accès à ces salons. Donc du coup, nous, on a lancé un salon qu'on appelle After Sport. Okay. Voilà, qui permet de fédérer les sportifs, les entreprises et les professionnels de la formation. Du coup, donc le but, c'est de créer ce lien et aussi des sportifs qui sont en recherche d'emploi, de rencontrer des recruteurs et des recruteurs de pouvoir présenter leurs différents métiers. Voilà, et même le responsable marque employeur de faire la promotion de leur entreprise aussi. Voilà, c'est des outils comme ça des actions comme ça qu'on met en place, voilà, pour vraiment accompagner les sportifs dans cette démarche vers leur employabilité, mais également les entreprises à trouver ces talents, à accéder à ces talents. Des talents, d'accord, très bien. Voilà. Pour toi, à quel moment un sportif, une sportive, devrait-il ou elle anticiper en tout cas la reconversion, sachant que d'après une étude, donc seulement 3,3% de ces sportifs et sportives de haut niveau sont accompagnés dans leur reconversion, ce qui laisse 96% d'entre eux sur le carreau. Alors il y a le distinguo entre, ça fait énorme, c'est énorme. C'est vrai que moi ce que je comprends dans ta question, j'en comprends deux questions. Il y a celle où simplement 3,3% d'entre eux sont accompagnés, et en même temps, à quel moment le sportif doit y penser. Voilà. Mais le sportif, je pense qu'il y pense de plus en plus, aujourd'hui encore. Il vaut mieux. Oui, avec le Covid en plus, et puis les salaires qui vont être revus à la baisse pour certains pros, et puis d'autres, voilà, les clubs sportifs, personne n'a été épargné par la crise au niveau financier. Mais sinon, moi je dirais qu'il faut y penser tout de suite. D'abord, pour moi, c'est une question d'équilibre aussi.
Il faut y penser en parallèle tout de suite, anticiper sa reconversion. Les études, c'est hyper important. D'abord, ça sécurise son parcours, et puis on n'est pas à l'abri de la blessure. Et puis c'est important parce que je dis toujours, mais pour être sportif de haut niveau, il faut être ultra intelligent. Enfin, je dis pas que, mais oui, il faut être intelligent. Et on parle d'excellence, oui. Tout à fait. On parle, quand on intègre l'INSEP ou même les campus américains, il y a excellence académique, excellence sportive. Alors pour quelqu'un qui aimerait ou prétendrait à une carrière aux États-Unis, même en collège américain, si vous n'avez pas le bac, laissez tomber. Ils vous prendront pas. Donc c'est hyper important au moins d'aller jusqu'au bac. Ensuite, aujourd'hui, il existe des grandes écoles qui ont des programmes en distanciel, en blending learning, qui s'adaptent vraiment aux contraintes des sportifs pour qu'ils puissent faire des études supérieures. Donc ça aussi, je conseille de le faire, mais en même temps, à partir d'un certain niveau, c'est vrai que ça devient compliqué. Ce qui devient compliqué, c'est quand on est pro, on est salarié d'un club, ou non salarié, parce qu'il y a les sports individuels aussi, non amateurs de haut niveau. Malgré tout, à un moment donné, on demande de focus à 100% sur la performance. Donc ça dépend. Après, à partir d'un certain niveau, on peut sécuriser son parcours avec un diplôme universitaire, au moins le bac, et un deuxième diplôme qui s'adapte à nos contraintes. Mais après, c'est vrai qu'à un certain niveau, il y a des sportifs qui préfèrent focus à 100%, ensuite tout donner au sport. Il y en a d'autres qui se sentent mieux à avoir les deux en parallèle, voilà. Et puis après, je pense qu'après c'est personnel, c'est en fonction de son équilibre, là où on se sent le mieux. Mais c'est important au moins d'avoir au moins le bac et puis les études universitaires, en tout cas le diplôme dans la poche. Le fameux bac, on le répétera jamais assez. Ayez votre bac. Déjà le bac, puis après, je dirais plus loin, moi, parce que le bac c'est plus très suffisant. Aujourd'hui, ça me rappelle notre époque où il fallait avoir le BEPC qui était en 3e et pendant longtemps c'était le minimum quoi, syndical, voilà, syndical, même des parents quoi, tu vois. Puis après c'était minimum le bac, bac, parce qu'à l'époque c'était très important d'avoir le bac dans les années 80. Et puis aujourd'hui c'est plus trop suffisant le bac. Non, aujourd'hui il faut aller au-delà du bac, au moins un diplôme universitaire, école de commerce. Il y a tout un tas de BTS, il faut aller plus loin. D'accord. Bah, écoute, Pauline, on arrive au terme de cet entretien, de cette interview plus qu'enrichissante. Hein. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune ou à une jeune qui souhaiterait se lancer dans une carrière professionnelle ? Alors moi je dis toujours que, alors si c'est quelqu'un qui débute le basket ou... Non, on va dire une espoir, un ou une espoir, surtout, qui a envie de devenir pro. T'as envie de devenir Ou un peu avant cadet. Oui. Qui envie, déjà, déjà c'est super d'avoir un rêve, hein, c'est bien, le rêve, c'est un moteur déjà. Ensuite, il faut se donner les moyens de réaliser, concrétiser ses rêves. Donc ça demande quoi? Du travail, beaucoup de travail, du sérieux hein, dans je dirais son hygiène de vie. Une hygiène de vie, il y a des choses qui sont incompatibles avec le haut niveau. C'est genre je fume, je bois. Non, je me repose. J'ai une hygiène alimentaire, j'ai une hygiène de vie. J'ai le repos, c'est très important. Je travaille, je donne tout pour. Je fais mes études, ça c'est clair. Encore une fois, ça revient sur le tapis, mais oui, c'est important parce qu'on est encore, comme je dis, pas à l'abri de la blessure. Et surtout parce que tout le monde, en dépit du rêve, ne peut pas atteindre le haut niveau comme ça. Donc c'est important d'assurer aussi ses arrières. Je casse pas le rêve, je dis il faut aller au bout de soi-même. Un rêve, c'est j'ai envie de faire du haut niveau. Moi je dirais va le plus loin possible de tes capacités déjà. Déjà donne-toi à fond et après si tu as le potentiel et tu as tout donné pour être au haut niveau, tu y arriveras. Mais il faut du talent aussi. Il faut du talent. Et si jamais tu n'atteins pas, le principal c'est que tu atteignes, te sois donné à fond pour aller au-delà de toi-même, vraiment d'aller au plus loin possible de tes capacités.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment BNR Community de nous avoir suivis et d'avoir regardé cette interview qui, j'espère, et je le pense très sincèrement, vous aura plu. Prochain rendez-vous de Ball and Rise. Restez connectés, suivez-nous sur notre plateforme, sur nos plateformes digitales. Et n'oubliez pas, The Future is Now. À très vite. Merci infiniment, Pauline. Merci Julien, merci à tous, à bientôt.